suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Dans le jardin religieux japonais, tout est épure, silence et symbole. Lanternes de pierre, bassins, rochers et graviers blancs sont minutieusement disposés, dessinés. Suggestion de paysage ou abstraction, les jardins zen du monastère de Daitokuji sont parmi les plus emblématiques d'entre eux. Ils s'inscrivent dans une conception philosophique et spirituelle en lien étroit avec la nature. Non loin du cœur de Kyoto, berceau du bouddhisme au Japon, le monastère de Daitokuji est fondé au XIVe siècle par Shōomi Yosho, un moine adepte du courant zen Rinzai qui prône la pratique de la méditation pour atteindre l'éveil, l'unité avec le tout. Jusqu'au XVIIe siècle, les moines y bâtissent 23 temples. Daitokuji est aujourd'hui un vaste ensemble ouvert au public, rassemblant plusieurs temples dont certains peuvent se visiter. À l'abri des regards, derrière des murs, se cachent les jardins religieux. 60 moines vivent ici avec leur famille et se consacrent tous les matins à l'entretien des temples, à la méditation et au jardin. Le jardin du temple de Zueoin est un parfait exemple de jardin de pierre, aussi appelé jardin sec. Le moine Maeda Shodo veille depuis 60 ans sur ce temple. Son jardin symbolise pour lui le paysage chinois du mont Penglai, où vivait le 8e successeur de Bouddha. Le mont Penglai est représenté par ce grand rocher. Et les vagues qui l'assaillent sont dessinées par le sable blanc. Malgré ces vagues violentes, le mont trône majestueusement. Les vagues ne l'affectent pas. Il reste inflexible. Voilà ce que nous cherchons à faire ressentir pour que vous deveniez vous-même un roc. Votre cœur ne doit pas être affecté par les vagues. Renforcez votre cœur pour acquérir cette force. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans la végétation. On va retrouver des mousses, des azalées, puis quelques graminées. Ça, c'est volontaire. Nous choisissons des arbres qui resteront verts toute l'année. Les feuilles d'érable tombent. Alors nous évitons d'en planter ici. Dans un temple zen, nous cherchons à éveiller la sensibilité tout au long de l'année, grâce à un paysage qui change peu.
La respiration est la source de la puissance du ventre, et cela apaise le cœur naturellement. Pour éveiller la sensibilité et l'esprit, il est important de travailler sa posture chaque jour, de respirer correctement l'oxygène offert par la nature. C'est grâce à la nature qui nous fournit l'oxygène que nous vivons. C'est pour cela que nous construisons des temples et que nous prions chaque jour par respect au Dieu de la nature. Mark Ovan est historien, spécialiste des jardins de Kyoto. Il m'invite à l'accompagner dans un restaurant à proximité du monastère. Il est tenu par une même famille qui, depuis 500 ans, sert une nourriture bouddhiste traditionnelle, donc végétarienne. Ils servent toujours le banja avec le repas. On ne boit pas le thé vert avec le repas, mais vous avez différentes sortes de thé lorsque vous mangez. Marc, quelle est l'histoire de la secte zen au Japon? Le zen est l'un des derniers courants bouddhistes à arriver au Japon. Il y en a eu beaucoup d'autres avant. Le zen est très simple, dans la mesure où il n'y a pas de hiérarchie. Il y a très peu d'écrits, très peu de textes de référence. Le zen arrive au Japon au XIIe siècle. Il provient de Chine, du courant bouddhiste Chan. Il est caractérisé par un engagement dans l'action, dans l'effort intérieur. La base du zen, c'est la méditation assise. Simplement en méditant et en réalisant un effort intérieur constant, on peut atteindre l'illumination. Daitokuji, c'est le temple principal. Et à l'intérieur de Daitokuji, nous avons une diversité de plusieurs sous-temples qui ont tous une certaine autonomie, tous une certaine originalité. Chaque temple appartient au courant Rinzai. C'est celui qui regroupe tous les temples. Mais chacun a sa propre originalité. Selon son histoire, sa date de création et la personnalité de celui qui l'a construit, chaque temple a une identité différente. Certains jardins sont nus et austères, uniquement avec des pierres, et d'autres sont davantage influencés par la cérémonie du thé et sont très verts, avec une esthétique complètement différente. On peut distinguer ces temples, surtout d'après leur jardin. Le monastère de Daitokuji regroupe 23 temples autour d'un temple principal. Une enceinte l'isole de la cité. On y entre par 3 portes monumentales. Les temples sont accessibles par de larges allées piétonnes. Elles desservent notamment les temples zen de Zuio-in au sud, le vaste jardin de thé du temple de Koto-in à l'ouest, et au nord, le temple de Daisen-in. Le temple de Daisen-in est constitué d'un lieu de prière, ou hojo. Le bâtiment est entouré d'un passage couvert qui s'ouvre sur le jardin, support de méditation. Yamato Soki est l'actuel responsable du temple de Daisen-in, créé en 1509, selon le goût de son fondateur, Daisho Kokushi. Par leur symbolisme, ces jardins secs se conforment à la philosophie abstraite du courant zen. Monochromie, simplicité végétale et minérale. Les pierres installées ici depuis 500 ans
sont des objets de contemplation suffisamment abstraits pour laisser libre cours à l'imaginaire. Yamato-san, le choix des pierres, c'est aussi un choix qui est lié aux couleurs des pierres et aux motifs qui se dessinent sur la pierre, qui peuvent évoquer une impression. Les pierres utilisées dans ces jardins viennent souvent de fleuves, car elles sont déjà lissées et ne changent pas beaucoup de forme au cours du temps. Il faut prendre les pierres dans leur état naturel et les observer sous différents angles pour y apercevoir un symbole, une image. Ici, cette pierre Kotoseki, qu'on appelle la tête de tigre, est ce qui émerge d'une partie bien plus grande. Toute une partie est enterrée et nous ne voyons que le sommet dépassé. Tout le talent de l'artiste consiste à faire apparaître une représentation avec ces pierres. Et bien sûr, le spectateur est impliqué. Peut-être y verrez-vous tout autre chose. C'est ce qui fait le charme de cet art. La mise en scène des pierres de Daisanin a été minutieusement pensée. Pour Yamato Soki, elle évoque le cheminement de la vie spirituelle. La cascade de pierre en est le commencement, traduisant l'effervescence de la jeunesse. C'est la source de ce jardin sec. L'eau sort et s'écoule sous le pont de la cascade. Mais de ce torrent part un autre flux qui s'écoule vers l'ouest, vers cette mer intérieure. La mer intérieure est un jardin très simple. Au début, nous avons beaucoup de pierres. Et petit à petit, on va se délester de tout ce qui est superflu. Nous nous libérons de l'inutile. Mais il reste encore quelques pierres. Ça n'est pas terminé. Et ça n'est pas parfait. Ce n'est que lorsque l'on rejoint l'océan de l'esprit qu'il n'y a plus de cailloux. Dans la philosophie zen, c'est le néant mou ou le vide ku. Arrivé à ce stade, il n'y a plus rien. Cet état d'esprit, représenté par l'océan vide, exprime ainsi le satori, l'éveil de l'esprit. Ici, il y a 2 monts de sable purificateurs. Dans le bâtiment principal, nous avons une statue du moine fondateur du temple. Les monts de sable sont ici pour purifier l'espace en face de la statue. Dans le jardin de thé, on déambule au milieu de la végétation pour se préparer à la méditation. Dans le temple de Koto-in, le jardin est devenu sous-bois. L'immersion dans la nature est conçue comme un parcours de purification pour le corps. Les chemins sont dessinés pour conduire au pavillon de la cérémonie du thé, un rituel qui mène au perfectionnement de soi.
Ici, Jean-Philippe, c'est un endroit très important du jardin. Ces pierres, qui ont l'air d'avoir été déposées au hasard, sont en réalité très organisées. Il faut être très concentré pour franchir ce passage. Normalement, on porte un kimono pendant la cérémonie du thé. Donc, il faut faire attention à ne pas le salir. Il faut donc bien regarder ses pieds. Il faut relever le kimono et avancer pas à pas. Ça force à bien regarder où l'on met ses pieds et avancer doucement. Jusqu'à ce que vous arriviez à une plus grosse pierre. Lorsqu'on arrive sur cette plus grosse pierre, on peut lâcher le kimono. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder en l'air. Quelque chose peut alors se révéler du jardin. C'est une technique très sophistiquée dans le paysagisme japonais, appelée Nigyakure, qui veut dire cacher et révéler. Il peut y avoir une bifurcation sur le chemin ou une lanterne. C'est un moyen de se reposer pendant notre voyage vers la cérémonie du thé. Constitué de persistants et de feuillus, le sous-bois de Kotoin forme un écrin végétal qui l'isole de la ville et favorise l'intériorisation. Nous arrivons ici dans la partie la plus importante du jardin de thé. C'est le tsukubai, le bassin pour se laver. On se purifie en se lavant ici, de façon à se débarrasser du monde extérieur. C'est un endroit très symbolique. On se baisse. C'est très important de se montrer humble et de s'agenouiller. On prend l'eau. On se lave d'abord la main gauche, puis la droite. On doit mettre de l'eau dans sa bouche pour la nettoyer. Ensuite, on vide l'eau et on replace la cuillère. Ici, c'est l'étape finale, où vous pouvez vous détendre pour trouver le calme intérieur. Ensuite, vous entrez en silence dans ce jardin vers la cérémonie du thé. Et là, c'est un peu particulier. Ça s'appelle le banc de l'attente. L'invité principal doit s'asseoir ici, et l'hôte là-bas. Quand l'hôte est prêt, on entend le gong, et il peut entrer dans la maison de thé. C'est la phase finale de ce parcours chorégraphié. Marc, qu'est-ce que nous enseignent, qu'est-ce que nous transmettent ces jardins qui sont un petit peu compliqués à lire quand même aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont le même esprit, le même état d'esprit que plusieurs siècles auparavant? La structure du jardin existe encore. Elle est exactement la même qu'avant. La transmission essentielle du jardin, c'est l'aide à la contemplation. Si le visiteur arrive lentement dans cet espace, je pense qu'il intégrera inconsciemment la signification des chemins du jardin. Les jardins de thé atteignent le sommet de leur popularité à partir du XVIe siècle et vont, au même titre que les jardins secs, prendre une place grandissante dans les temples zen. Conçus pour être parcourus, ils diffèrent des jardins secs que l'on contemple immobiles depuis un point de vue. À quelques kilomètres de Daitokuji, dans le monastère de Tofokuji, un paysagiste très célèbre au Japon, Shigemori Mirei, va en 1939 remettre le jardin sec et ses pierres au goût du jour.
il réhabilite et interprète cette tradition ancestrale de l'art des jardins japonais. Mitsuaki Shigemori est son petit-fils. Mitsuaki-san, on est dans un des 5 grands temples sacrés de Kyoto, ici à Tofukuji. Et les jardins qui sont autour du Hojo n'ont pas été conçus par des moines, n'ont pas été conçus par des guerriers, comme on le faisait traditionnellement, mais par un architecte paysagiste. Mon grand-père, Shigemori Mirei, était peintre. C'est comme artiste qu'il s'est impliqué dans la conception de ce jardin. Alors ici, il va réussir à faire une forme de synthèse entre le jardin traditionnel zen du XIIIe siècle et puis une vision extrêmement contemporaine de ce type de jardin, une vision artistique de ce type de jardin. Comment ça se concrétise ici dans le jardin ? Cela touche aux principes fondamentaux des jardins japonais. Au Japon, avant le bouddhisme, vous aviez la religion Shinto, ou le culte des montagnes. Et dans ce cadre, les monts et les pierres étaient vénérés. On disait que les dieux y habitaient. Ainsi, ériger une pierre dans le jardin n'était pas uniquement décoratif. Cela permettait d'accueillir les dieux dans son jardin. Cette pratique a décliné avec la disparition de ces croyances. Les pierres qui étaient verticales se sont retrouvées allongées sur le côté. Et ce sont les arbres et les fleurs, cerisiers ou érables, qui par leur beauté se sont retrouvés privilégiés. Le végétal est devenu le centre des jardins, et c'est Shigemori Mirei qui a fait ressurgir les pierres érigées au XXe siècle. À l'ouest du temple, Shigemori Mirei dessine le jardin du damier. Il prend des libertés avec le jardin sec pour n'en garder que les matériaux, la mousse et la pierre. Il simplifie à l'extrême leur utilisation avec un motif élémentaire au ras du sol. Il casse les codes et bouleverse l'histoire du jardin japonais. Takao-san est le jardinier du temple. Après chaque pluie, il doit s'appliquer à refaire les dessins au sol selon l'inspiration de Shigemori Mirei. Un ratissage qui demande effort et concentration. Takao-san, où avez-vous appris les techniques de ratissage du jardin zen ? Je n'ai pas vraiment appris. J'ai vu une fois quelqu'un le pratiquer. Et depuis, j'ai élaboré ma propre technique, que je travaille toujours. Quand je suis en forme, j'arrive à me corriger facilement. Mais si le matin, j'ai eu un souci, ce sera de plus en plus courbe. C'est surprenant à quel point l'état psychologique peut influer sur la courbure. Il est important d'être dans un état psychologique apaisé pour tracer les lignes. Je dois faire attention à ma condition physique. Imaginez si je suis enrhumé. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter. Je fais en sorte que ma forme soit bonne. Sinon, c'est la catastrophe. Le jardin sec de Zuio-in a lui aussi été redessiné par Shigemori Mirei en 1960. Les pierres dressées et leur disposition marquent l'influence contemporaine dans le jardin religieux. Mais de l'effort quotidien des moines dépend la pérennité des jardins de Daito-kuji. Maeda-sama, est-ce que c'est vous qui ratissez le jardin régulièrement ? Oui, tout à fait, je le fais. Il faut ratisser beaucoup de gravillons avec une grande force, tout en reculant. J'en ai vraiment mal au dos, mais c'est gratifiant.
Le mont Penglai, assailli par les vagues tumultueuses, ça dit qu'il ne faut pas se laisser emporter par la société et qu'il faut garder sa propre sensibilité. Et c'est en pensant à cela que j'entretiens ce jardin.